Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque c'est l'autre parent éminemment toxique, voire pervers, qui a obtenu la garde des enfants? Bonjour, c'est PN Théorie, je reviens vers vous pour cette question, malheureusement, qui revient très souvent dans mes accompagnements. Alors pour aller très vite, on a deux choix dans ce cas-là. Soit le combat, on va tout faire pour retrouver la garde des enfants, soit parce qu'on n'a plus d'énergie, parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on a tout essayé, parce qu'on est fatigué, pour tout un tas de raisons, eh bien on décide finalement de continuer à vivre sa vie comme ça, et puis de faire au mieux et de se contenter des visites que l'on a. Alors, dans les deux cas, les questions qui reviennent souvent, c'est mais comment est-ce qu'on peut aider nos enfants finalement? Parce qu'on voit à certains signes qu'ils sont soit malheureux, soit qu'ils vivent de toute façon dans une famille dysfonctionnelle avec l'autre parent qui est éminemment toxique, et que ça se voit à certains signes. Sur les enfants, bien sûr. Alors, on peut faire le choix ou alors se dire, finalement, on a cette opportunité d'être tout seul finalement, peut-être en couple, mais sans nos enfants au quotidien, pour justement se reposer, pour voir les choses avec du recul, se ressourcer, même si c'est très compliqué parce qu'évidemment les enfants nous manquent, parce qu'on se sent amputé de, de cette fonction familiale, que ce soit cette fonction de père ou de mère vis-à-vis de ses enfants, parce qu'on a cette compassion pour eux et qu'on a peur pour eux. Et puis qu'on se sent coupable aussi, peut-être, de, malgré nos efforts, de ne pas avoir réussi à les garder avec nous. Donc en fait, il peut y avoir tout un tas de sentiments comme ça qui émergent. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Un coup, on va se sentir plus coupable. À un autre moment, on va avoir beaucoup plus de compassion pour les enfants, etc. Mais en réalité, on peut osciller. Bon, c'est une situation évidemment traumatique, hein, et le trauma, c'est le moment où justement vous avez dû laisser vos enfants et puis voilà, partir chez l'autre parent. Ça a dû être extrêmement difficile pour vous, donc c'est un trauma en soi. Et puis le fait que ça vous touche jusque-là, eh bien c'est une situation traumatique, ça devient traumatique et vous vivez avec ce trauma-là. Donc c'est ce pourquoi je parlais de vous occuper de vous, même si ça semble égoïste et même si on peut se dire « Oh mais là, tout ce temps que je prends là à prendre soin de moi, en fait je devrais m'occuper de mes petits, même s'ils sont un peu grands ou ados, je devrais m'occuper d'eux. » Et voilà, mais c'est pas possible. Donc ne culpabilisez pas, la justice a décidé que c'était ainsi, donc ce temps vous pouvez l'utiliser à ce que vous voulez, vous pouvez en faire ce que vous voulez, et autant l'utiliser justement pour reprendre des forces. Et justement vous occuper de ce traumatisme pour le dépasser. Donc prendre soin de soi et justement soigner ce traumatisme pour le dépasser et qu'ensuite on puisse passer à autre chose, eh bien ça c'est la première chose à faire, la plus importante au niveau de vous. Alors il faut évidemment dépasser ce sentiment de se dire on est égoïste et tout ça. Parce que en fait, vous êtes la base sur laquelle vos enfants vont pouvoir se construire, même si vous êtes éloigné d'eux. Cette base psychique, c'est celle qui forge votre fonction de parent. Donc c'est très très important de la consolider. Donc il va falloir travailler sur cette force mentale et puis vous régénérer, la fortifier encore plus. C'est une préparation en fait, on va dire une préparation mentale, pour vous préparer à quand vous retrouvez vos enfants, ne pas vous effondrer, ne pas non plus partir dans des travers de catastrophisme, à vous dire oh là là, mais il t'a fait vivre ça, mon Dieu, mais tu te rends compte, etc. Voilà, évidemment, jamais devant les enfants. Et le fait de travailler sur vous, ça va vous permettre, lorsque vous les voyez, de pouvoir faire le tri. Une fois qu'ils sont pas là, vous pourrez revoir un petit peu tout ce qu'ils vous ont dit et peut-être s'il y a de la maltraitance, etc., peut-être porter plainte
voyez, grâce à des signes ou à des choses, je sais pas moi, mettons s'ils ont été battus chez leurs parents ou qu'on leur a coupé les cheveux sans rien vous demander, et cetera. Donc, vous pouvez prendre des photos, et cetera et après, par exemple, éventuellement porter plainte, mais en tout cas, faire des actions, mais pas devant eux. N'ayez pas des réactions devant eux. Soyez dans une action réfléchie après coup. Jamais dans la réaction devant les enfants. Pourquoi? Parce que cette réaction va être émotionnellement très forte. Elle peut générer des chocs chez les enfants et puis ça va générer faire perdurer ce sentiment d'insécurité qu'ils ont déjà chez l'autre parent. Et donc ils sauront plus, ils vont avoir peur parce que vous avez peur pour eux. Et ça va pas être leur propre peur. Ça sera la vôtre en fait. Donc en fait, il faut vraiment pouvoir travailler sur vous et sur vous en prenant du recul. Voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'est-ce que je veux pour mes enfants aussi et comment j'agis quand je suis avec eux. Et qu'est-ce que c'est que ma fonction de parent finalement? Qu'est-ce que je veux faire? Ça permet de retravailler. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je sais déjà éduquer, voilà, je suis au clair avec ma fonction de parent, d'accord, mais c'est jamais mauvais de réfléchir avec d'autres parents ou de lire et de se remettre en question sur certaines choses, voire d'avancer et de progresser sur d'autres. Voilà, parce qu'on sait jamais tout. Et c'est toujours très important de prendre à cœur ce rôle de parent. Parce que l'éducation, c'est peut-être un rôle qui est le plus important dans notre vie, en fait. Parce que on influence une autre personne, un enfant. On l'influence, alors je mets entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, l'enfant, il est vulnérable. Donc, on peut très bien le faire aller dans un sens comme dans l'autre. Vous voyez très bien d'ailleurs que l'autre parent toxique ou pervers arrive à ses fins avec l'enfant. Ou alors s'il tombe évidemment sur un enfant très rebelle, ou alors s'il est en période d'adolescence et qu'il est du sexe opposé, ben effectivement, il peut être rebelle, ou alors se ranger de son côté. Enfin, ça dépend évidemment de tout un tas de choses, mais en général, même s'il est rebelle à certains moments, heu, il est quand même baigné dans cet état d'esprit et dans cette, mentalité, on va dire, cette façon de voir les choses, ce mindset, vous voyez? Qu'a l'autre parent et donc évidemment, il va être d'accord avec certaines choses qui vont lui sembler normales, heu, et il va, se comporter de telle et telle manière parce qu'il est imprégné de cette façon de faire, de cette façon de penser, de dire et de réagir. Donc se poser et profiter de son temps pour, travailler sur soi et réfléchir à son rôle de parent pour ne pas, entraver l'enfant, dans sa croissance. Ensuite, un des aspects les plus importants sans doute, c'est de alors adapté à l'âge de l'enfant, mais on peut le faire à tout âge, si on sait que l'enfant, par exemple, est en danger psychique, ou en danger physique ou des dangers de toutes sortes parce qu'il vit dans ce climat et avec cette personne toxique, eh bien, c'est d'apprendre l'autonomie à l'enfant. Alors évidemment, on n'apprend pas l'autonomie à un enfant de la même manière à 4 ans qu'à 6 ans, qu'à 12 ans, évidemment et puis si vous lui avez toujours appris, ce genre de choses, que vous lui avez appris aussi à discerner le bien du mal, à discerner ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, pourquoi, qu'à quel moment on peut dire telle chose et à quel moment on ne peut pas le dire. Ce genre de choses et puis à se protéger ou qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Si vous l'avez déjà fait, il y a des très bonnes bases. Donc il faut que vous restiez confiant sur le fait que vous avez donné de très bonnes bases à votre enfant. Même si ça n'était que les premiers mois de sa vie, ou jusqu'à 1 an, 2 ans, et qu'ensuite il y a eu cette séparation, l'enfant a quand même été baigné dans un climat de sécurité affective, où vous vous êtes occupé de lui, il n'a pas été négligé, il n'a pas été maltraité, il n'a pas été violenté par vous, et donc vous avez été un parent structurant. En tout cas, suffisamment bon, et c'est ce qui importe. Donc il faut vraiment vous gardiez ça à l'esprit, plutôt que de vous dire parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Mais mon fils, ma fille, elle est foutue, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce qu'il va grandir, dans ce climat-là?» et cetera et qui sont, complètement paniqués. Donc il faut garder cette confiance dans la vie, confiance dans ce que vous avez fait jusque-là,
pour cet enfant et qui va rester toute sa vie, de toute façon. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, lui apprendre à être autonome, lui apprendre ou continuer à lui apprendre à avoir cette éducation. Alors, autonome comment? Déjà, psychiquement, psychologiquement et mentalement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lui apprendre à penser par lui-même. C'est-à-dire que dans une situation, il me dira, maman ou papa fait ça quand je suis avec lui ou avec elle. Et il regarde votre réaction, il vous scrute pour savoir, finalement, c'est bien, c'est pas bien ce qu'il fait. Parce que lui, peut-être a un doute ou ne sait pas quoi en penser. Et alors, justement, le mieux à faire, c'est de questionner toujours l'enfant, de garder un petit silence, sans montrer ce qu'on en pense, et dire, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et si l'enfant ne sait pas, généralement, si c'est un enfant plus petit, justement, il va commencer enfin plus petit, mais quand même doué de parole, hein, je ne sais pas, vers 5 ans, 6 ans, il va commencer à vous dire, moi je pense que c'est ci parce que ça. Et puis lui dire aussi, qu'est-ce que tu ressens si jamais il ne sait pas, si jamais il dit, je sais pas quoi en penser. Ok, alors qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Et lui apprendre la boussole de son cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que ça nous fait du mal? Est-ce que ça nous fait pas du mal? Est-ce que si ça arrivait justement, si c'était fait sur son petit frère, sa petite sœur, sur nous, qu'est-ce que ça lui ferait dans son cœur? Pour qu'il comprenne, parce que si c'est fait sur lui, il ne va pas forcément, surtout s'il est anesthésié au niveau des psychologiques, etc., parce qu'il a trop vu de choses choquantes, il peut être anesthésié, et il peut être donc dans une certaine sidération, et bien lui dire, voilà, si papa ou si maman faisait ça sur moi, alors, comment tu réagirais? Qu'est-ce que ça te ferait? Voilà. Après, il ne faut pas passer des heures à poser des questions comme ça, mais à l'occasion, à brûle-pourpoint, avoir de la répartie pour lui dire, ah, très bien, et alors il fait ça, ok, et qu'est-ce que tu en penses, toi, alors, quand il fait ça? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? À quel endroit? Voyez? Alors l'enfant va vous dire, ça me fait mal au ventre, ça me fait mal, ou ça me fait quelque chose dans le cœur, ou alors j'ai la gorge serrée, des choses comme ça, ou vous montrez. Voilà. Et juste en le questionnant, vous allez comprendre dans quel état est votre enfant. Et en même temps, vous allez lui apprendre à réagir par lui-même. Du fait que vous n'aurez pas surréagi, que vous n'aurez pas montré ce que ça vous fait, parce qu'il faut garder toujours une distance avec votre enfant pour ne pas le choquer, mais au contraire lui apprendre à se poser les bonnes questions. Alors quelquefois, il est vrai que on peut être dans la réaction, on va se mettre à froncer les sourcils, voilà, c'est quelque chose qui va arriver spontanément, et puis après essayer de se reprendre pour ne pas trop montrer. Ça ne veut pas dire être complètement indifférent, ne rien montrer de ses émotions, mais ça veut dire protéger l'enfant de nos propres émotions qui peuvent lui faire du mal. Parce que ces émotions sont en rapport avec ce qu'il vit chez l'autre parent. Et donc c'est toujours très très très... l'enfant est vulnérable par rapport à ça, mais nous aussi. Donc il faut le protéger de notre propre vulnérabilité. Souvenez-vous, pour montrer qu'on est fort. Ça ne veut pas dire qu'on va lui mentir, mais c'est que l'enfant, il a besoin qu'on soit fort. Il a besoin qu'on soit fort pour lui et pour nous-mêmes, parce qu'il a besoin de savoir qu'il y a un pilote dans l'avion, qu'il y a quelqu'un qui est fort, la personne qui est là pour l'éduquer. Alors, par fort, je veux dire quelqu'un qui va être responsable, qui sait où il va, qui sait ce qu'il y a à faire, qui est l'adulte ici, et donc qui est le parent, et qui va pouvoir le soutenir, l'aider, le protéger, le cas échéant. Alors évidemment, si c'est quelque chose qui est très très choquant et qui le met en danger, le fait de froncer les sourcils, de lui dire, ah bon, je comprends pas, mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Il te met dans le placard, pourquoi il te met de la moutarde dans la bouche? Voilà. Là, je vous donne un exemple qui m'a été donné il y a peu de temps. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Évidemment, vous ne réagissez pas en disant, ah bon, il te met de la moutarde dans la bouche, mais comment ça? Qu'est-ce que c'est pas possible? Mais explique-moi. Vous voyez, parce que là, il y a trop d'affect. En fait, il faut le faire comme je l'ai dit précédemment. Ah bon, d'accord. Il te met de la moutarde dans la bouche, mais explique-moi. Ça se passe quand et à quel moment? Voilà, donc
pour accueillir cette parole de l'enfant, pas toute une dégringolade émotionnelle, sûrement pas. Gardez vos émotions et puis montrez toujours une attitude rassurante. Je t'ai entendu, j'ai compris ce que tu m'as dit. Ok. Et puis après, on va aller jouer dehors. On va aller voir s'il y a tata qui est là ou je sais pas. Vous voyez, des choses comme ça avec l'enfant. C'est comme ça que vous pouvez réagir en vous montrant structurant ou structurante, rassurant, rassurante et en l'encourageant à l'autonomie. Bon, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Souvent des questions comme ça. Plutôt que de dire, tu le sais que c'est pas bien de mettre de la moutarde dans la bouche à quelqu'un. Oui, ça, il faut pas le faire, en fait. Donc ça, c'est une manière de s'occuper de l'enfant lorsque vous l'avez avec vous, afin que il puisse développer une autonomie, se dire j'ai le droit de penser par moi-même, j'ai la capacité aussi de penser par moi-même, il suffit que je me pose la question. Puisque ma mère, mon père m'encouragent à le faire, je vais pouvoir me poser la question. En fait, il va être dans cette démarche-là, qui est tout à fait saine, qui est très bon pour sa croissance à tous les niveaux, sa croissance psychique, et qui va lui permettre aussi de faire la part des choses lorsqu'il verra des choses qui vont peut-être le choquer, ou lorsqu'il vivra des choses qu'il ne trouvera pas normales. Il va se poser la question, c'est normal ou c'est pas normal? Donc, encourager l'enfant à devenir autonome, accueillir sa parole de manière, je dirais, non pas neutre, mais en vous montrant solide. En vous montrant bien que vous êtes rassurant, rassurante, que vous savez de quoi il s'agit, que vous connaissez la vie, qu'il peut compter sur vous et que vous l'écoutez. Il a le droit de parler et il a le droit d'être écouté. Et vous l'aimez de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà, pas de chantage affectif évidemment, ou de moi je t'aime plus si tu me dis pas ce que papa ou ce que maman fait là-bas. Donc vous voyez, évidemment, bien sûr, hein, ça je pense que vous le savez, c'est très néfaste pour l'enfant, et puis ça fait rester dans une dynamique de revanche, d'aller chercher les infos, mais d'aller les chercher de manière effrénée, de manière anxieuse, et ça, évidemment, ça transmet l'anxiété à l'enfant. Alors, si vous constatez des choses qui vous semblent préoccupantes par rapport à l'état de vos enfants, par exemple des enfants qui se scarifient, des enfants qui tentent de se suicider, ou que, même si ça ne peut pas appeler franchement ça une tentative de suicide, mais qui se mettent en danger, à ce moment-là, allez voir l'avis d'un psychologue avec cet enfant, sans évidemment en parler à votre ex-conjoint ou conjointe, de vous-même. Et puis sinon, parlez-en à votre psy, si vous avez un psy aussi, ou à quelqu'un de confiance, ou un coach, etc., pour savoir si vous pouvez mettre ça en avant, si ça peut donner lieu à une plainte. Une plainte est toujours intéressante. Souvent, on a peur de le faire parce qu'on se dit, mais quand même, l'autre parent, il a les enfants, il risque les enfants qui vont morfler, en fait. Il y a un risque parce que, donc je dois marcher sur des œufs. Mais une plainte, justement, peut donner lieu à un changement de garde des enfants, déjà. Et puis, c'est normal de se plaindre, donc de faire une plainte pour quelque chose qui met en danger vos enfants. Alors, en plus de toutes ces choses, il faut guérir votre parent intérieur, je dirais. C'est-à-dire votre fonction parentale qui a été mise à mal, qui a été peut-être complètement dévalorisée. Donc, il y a peut-être une humiliation de ce côté où vous ne vous sentez plus capable d'être parent parce que l'autre parent s'est tellement moqué de vous et le fait par rapport, devant les enfants, ce qui fait que vous vous sentez plus digne d'être parent. Donc c'est le cœur qui a besoin d'être guéri par rapport à cette émotion. Et donc je vous encourage évidemment à travailler sur vous. Alors on parle de travail sur soi. Moi j'aime pas trop déjà le mot travail, mais en fait à réfléchir sur tout ce que ça a ébranlé chez vous. Ces émotions-là de perte et donc au-delà du traumatisme, là je vous parle vraiment de quelque chose au niveau du cœur
et des émotions et comment en guérir. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire cette démarche-là du mieux que vous pouvez pour vous dire que ça n'est pas de votre faute. Si on peut appeler ça quelque chose d'important, c'est notre fonction paternelle ou maternelle, en plus que l'on perd des enfants. Donc, il y a aussi tout un mode de vie, toute une façon de penser, de voir comment on va pouvoir parler vis-à-vis des autres parents, à l'école, on va se sentir un peu diminué vis-à-vis des autres, etc. Ou des gens qui connaissaient le couple, etc. Donc, en fait, on est meurtri dans une fonction que peut-être on valorisait énormément, qui était peut-être notre fonction principale, si par exemple on ne travaillait pas, on n'avait pas d'autres activités, ou alors de toute façon il y a un ressenti viscéral lorsqu'on parle des enfants, et surtout lorsqu'on est mère, puisqu'on a porté les enfants, etc. Mais il y a des pères aussi qui ont ces émotions-là très 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 profondes par rapport aux enfants. Donc effectivement, beaucoup de travail sur soi, d'introspection, notamment par rapport au trauma, par rapport à tout ce qui est émotionnel au niveau de la fonction parentale et tout ce que ça génère chez vous comme émotion. Donc profitez de ce temps où vous n'avez pas les enfants pour cela. Et puis, et lorsque vous avez vos enfants avec vous, eh bien accueillez leurs paroles, soyez attentifs à ce qu'ils vivent en les questionnant, mais en les questionnant pour arriver à une autonomie psychique, à faire qu'ils puissent penser par eux-mêmes, parce que c'est ça qui va les défendre lorsque vous ne serez pas là pour le faire. Donc, le plus tôt possible, et évidemment adapté à chaque âge, en lui disant à cet enfant, ben, qu'est-ce que tu en penses toi? Et qu'est-ce que tu ressens? Et si c'était, par exemple, ta sœur, à qui, par exemple, on avait fait telle ou telle chose, alors, qu'est-ce que tu en penserais? Voilà. Et puis après, non pas, bon, on oublie ça, on va penser à autre chose, on va aller se promener, on va aller au parc. Non, mais après ça, un petit temps de silence, avec du sourire, avec un petit bisou, avec un petit je t'aime, avec des petites choses. C'est très important. Et après, bon, on repart dans une autre énergie. Bon, bah, qu'est-ce que tu en penses si on allait au parc? Si on allait se manger une glace? Qu'est-ce que tu en penses si on faisait ça? C'est-à-dire, voilà, on a réfléchi à tout ça, on a parlé, j'ai entendu, et puis maintenant, on passe à autre chose. Voilà. Mais pas, on passe à autre chose, genre on oublie et puis c'est pas grave, c'est pas important, ou en tout cas je veux pas en parler. Non, vous voyez, il faut vraiment le silence, il faut l'habiter, ce silence. Un silence avec, comment est-ce qu'on habite un silence? Bah, avec du non-verbal, avec des yeux pleins d'amour, avec un sourire, avec une main sur une autre main, avec une petite caresse, avec une petite attention, un petit câlin, avec un petit cadeau, j'en sais rien. Bon, c'est pour pas toujours donner des cadeaux non plus, des bonbons, des petites récompenses, mais des petites choses qui viennent du cœur. Voilà. Et ce qui fait que un regard ou une caresse qui veut dire en fait, je t'aime comme tu es, je sais ce que tu vis, et puis moi je suis là. Voilà. Vous voyez, ce genre de choses. Tu peux avoir complètement confiance. Tu as bien fait de parler. Des choses comme ça. Même si on n'est pas obligé de parler tout le temps, d'être dans une logorée, non. Ayez des silences, les enfants ont besoin pour, hop, eux aussi se mettre dans une autre dynamique et passer à autre chose. Et ils ont bien besoin de rire, de sourire, voilà, de jouer, etc. Voilà. Voilà ce que j'avais à y dire pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Évidemment, je suis disponible pour ceux qui ont besoin. Je fais des coachings individualisés. Vous pouvez m'écrire à pnthéorie@gmail.com. Alors je dis IE, c'est-à-dire que ça s'écrit IE à la française et non pas théorie Y. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine et puis prenez soin de vous. N'hésitez pas évidemment, mettez dans les commentaires vos expériences, posez vos questions et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça permet à ce que la vidéo soit vue par plus de personnes et c'est peut-être très important actuellement.